Destin tragique. La Lolita de Long Island. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Plongez avec nous dans les sombres secrets de Long Island, où le rêve américain va virer au cauchemar. En ce début des années 90, une banlieue paisible devient le théâtre d'un drame qui va secouer l'Amérique jusqu'à ses fondations. Au cœur de cette tempête, Amy Fisher, 17 ans, dont le nom va bientôt être sur toutes les lèvres. Passion dévorante, manipulation et violence explosive, cette histoire va révéler les fissures cachées sous le vernis de la société américaine. Comment une adolescente en apparence ordinaire a-t-elle pu se transformer en ce que les médias appelleront la Lolita de Long Island ? Vous êtes sur le point de découvrir une affaire qui défie l'entendement et qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, l'obsession et les limites de la nature humaine. L'histoire de la Lolita de Long Island commence maintenant. Nous sommes en 1992 à Long Island, dans l'État de New York. Cette banlieue paisible de la Grosse Pomme, connue pour ses plages de sable fin et ses quartiers résidentiels cossus, va devenir le théâtre d'un drame qui va secouer l'Amérique tout entière. Avant d'entrer dans les détails de cette affaire sordide, il convient de dresser le portrait de Long Island et de la petite ville de Merrick, théâtre des événements qui vont suivre. Cette mise en contexte permettra de mieux comprendre l'environnement dans lequel cette histoire tragique a pris racine. Long Island, cette langue de terre qui s'étend à l'est de New York City, est un mélange fascinant de paysages urbains, suburbains et ruraux. À l'ouest, on trouve des banlieues densément peuplées, tandis qu'à l'est, ce sont des plages pittoresques et des vignobles qui dominent le paysage. C'est un endroit où les New-Yorkais fortunés viennent chercher un peu de calme, loin de l'agitation de la grande ville. Merrick, la ville natale d'Amy Fisher, est située dans le comté de Nassau, à environ 50 km à l'est de Manhattan. C'est une communauté typique de la classe moyenne américaine, avec ses rues bordées d'arbres, ses pelouses bien entretenues et ses écoles réputées. Dans les années 90, Merrick était considéré comme un endroit idéal pour élever une famille, loin des dangers de la grande ville, mais suffisamment proche pour profiter de ses avantages. Maintenant, plongeons dans le contexte de l'époque. Les années 90 aux États-Unis sont une période de transition fascinante. Le pays vient de sortir victorieux de la guerre froide, laissant l'Amérique comme seule superpuissance mondiale. C'est une époque d'optimisme, mais aussi d'incertitude face à ce nouveau rôle sur la scène internationale. Sur le plan économique, le pays sort tout juste d'une récession. De nombreuses familles de la classe moyenne, y compris à Long Island, ressentent encore les effets de cette période difficile. Cependant, l'économie commence à se redresser, notamment grâce à l'essor du secteur technologique. La Silicon Valley en Californie devient le symbole de cette nouvelle ère économique, attirant des jeunes diplômés de tout le pays. La culture populaire connaît elle aussi une transformation rapide. La télévision câblée explose, offrant une multitude de chaînes spécialisées. MTV, lancée en 81, est à son apogée et façonne les goûts et les attitudes de toute une génération. Les adolescents et les jeunes adultes passent des heures devant leur téléviseur, absorbant clips musicaux, émissions de télé-réalité et dessins animés pour adultes. La musique vit une véritable révolution. Le grunge émerge de Seattle avec des groupes comme Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden qui capturent l'angoisse et la désillusion d'une génération. Parallèlement, le hip-hop gagne en popularité, sortant des ghettos urbains pour conquérir les banlieues. Des artistes comme Tupac, The Notorious B.I.G. et Dr. Dre deviennent les nouvelles icônes culturelles. C'est aussi l'époque des débuts d'Internet. Les premiers utilisateurs explorent ce nouveau monde virtuel avec émerveillement. Les forums de discussion et les salons de chat deviennent des lieux de rencontre et d'échange d'idées. Le courrier électronique commence à remplacer le courrier traditionnel pour beaucoup. C'est dans ce contexte de changement rapide et de tension sociale que se déroule notre histoire. Au cœur de ce drame, Amy Elizabeth Fisher, née le 21 août 1974 à Merrick.
Amy grandit dans une maison de banlieue typique des années 1970, avec une pelouse bien entretenue et une balançoire dans le jardin. Ses parents, Elliot et Roseanne Fisher, forment un couple mixte. Son père est juif et sa mère d'origine italienne. Cette diversité culturelle se reflète dans leur foyer, où les traditions juives et italiennes se mêlent. Dès son plus jeune âge, Amy se révèle être une enfant vive et curieuse. Elle passe ses premières années à explorer les rues tranquilles de Mérique, jouant avec les enfants du voisinage dans les parcs verdoyants qui parsèment la ville. Le bruit des vagues de l'océan Atlantique, à quelques kilomètres de là, berce ses nuits d'été. À l'école primaire de Mérique, Amy se montre une élève brillante et sociable. Elle excelle particulièrement en expression orale et en arts plastiques. Ses enseignants notent sa vivacité d'esprit et son charisme naturel. Cependant, ils remarquent aussi des signes de comportement perturbateurs qu'ils attribuent à un excès d'énergie. Mais derrière cette façade de normalité suburbaine, la vie d'Amy est marquée par des traumatismes précoces. Alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille, elle subit des abus sexuels répétés de la part d'un membre de sa famille. Ces événements, qu'elle garde secrets pendant des années, jettent une ombre sur son enfance apparemment idyllique. À l'âge de 13 ans, Amy subit un nouveau traumatisme. Un entrepreneur engagé pour effectuer des réparations dans la maison familiale la viole dans sa propre chambre. Cet événement bouleversant accentue ses difficultés émotionnelles et comportementales. Au lycée Kennedy de Belmore, une ville voisine, Amy commence à se rebeller. Elle fréquente un groupe d'amis plus âgés et expérimente l'alcool et les drogues douces. Allez, passe-moi la bouteille. T'es sûr? T'as déjà pas mal bu, Amy. Mais je m'en fiche. Je vais oublier. Juste oublier. Ses notes, autrefois excellentes, commencent à chuter. Elle se dispute fréquemment avec ses parents, en particulier avec son père, avec qui elle entretient une relation tendue. Malgré ses difficultés, Amy reste populaire auprès de ses camarades. Elle est connue pour son sens de l'humour mordant et son attitude désinvolte. Elle commence à sortir avec des garçons plus âgés, cherchant peut-être l'attention et l'affection qu'elle ne trouve pas chez elle. À 16 ans, Amy tombe enceinte d'un de ses petits amis. Elle décide d'avorter, une expérience qui la marque profondément. Cette décision difficile renforce son sentiment d'isolement et de détresse émotionnelle. Elle se confie à sa meilleure amie. Tu sais, je suis fatiguée des garçons de notre âge. Ils sont tellement immatures. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux un vrai homme, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui peut prendre soin de moi. Amy, fais attention, tu pourrais t'attirer des ennuis. C'est dans ce contexte tumultueux qu'Amy rencontre Joey Buttafuoco en mai 1991. Elle a 16 ans, il en a 35. Joey est propriétaire d'un atelier de carrosserie à Massapequa, une ville voisine. La première rencontre entre Amy et Joey a lieu lorsque le père d'Amy amène sa voiture à réparer dans le garage de Joey. Bonjour, j'ai un problème avec le pare-choc avant. Vous pouvez y jeter un coup d'œil? Bien sûr, pas de problème. Je vais examiner ça tout de suite. Amy est immédiatement attirée par cet homme plus âgé, au charme rugueux. Quelques jours plus tard, Amy revient seule au garage. Salut Joey. Dis, j'ai entendu un drôle de bruit dans le moteur. Est-ce que tu peux vérifier? Encore toi? T'as de la chance. Je viens de terminer avec un client. Je vais regarder ça. Amy multiplie les prétextes pour retourner au garage, allant même jusqu'à endommager volontairement sa voiture pour avoir une excuse de voir Joey. Joey, c'est Amy. Je crois que j'ai encore un problème avec ma voiture. Est-ce que je peux passer? Amy, c'est la troisième fois cette semaine. T'es sûre que tu fais pas exprès? Peut-être que je suis un peu maladroite, ou peut-être que j'aime bien te voir. Tu sais que c'est dangereux ce qu'on fait. Pendant près d'un an, leur relation clandestine s'intensifie. Amy, enivrée par ce qu'elle croit être de l'amour, supplie Joey de quitter sa femme. Joey, j'en peux plus de me cacher. Quand est-ce que tu vas enfin quitter Marie-Jo? Amy, chérie, tu sais que c'est compliqué. J'ai des enfants, une entreprise. Mais tu m'aimes, non? Tu me l'as dit. Bien sûr que je t'aime, mais... Mais Joey, pris entre son désir pour l'adolescente et sa vie de famille, hésite, repoussant toujours le moment de prendre une décision. La frustration d'Amy grandit. Elle commence à harceler Joey, l'appelant à toute heure du jour et de la nuit. Joey, réveille-toi. J'ai besoin de te parler. Amy, il est 3 heures du matin, je peux pas te parler maintenant. Et tu peux jamais parler. Quand est-ce que tu vas enfin choisir entre elle et moi?
Elle se rend même au domicile des Boutafoco, observant la maison de loin, imaginant la vie qu'elle pourrait avoir si Marie-Jo, l'épouse de Joey, n'existait pas. Regarde là cette parfaite petite famille. Si seulement Marie-Jo n'était pas là, Joey et moi pourrions enfin être ensemble. C'est dans cet état d'esprit qu'Amy commence à élaborer son plan fatidique. Elle se procure une arme avec l'aide d'un ami, un pistolet semi-automatique de calibre 25. Nous arrivons maintenant au 19 mai 1992, le jour qui va faire basculer la vie de tous les protagonistes de cette histoire. Amy Fisher, frustrée et de plus en plus obsédée par sa relation avec Joey, décide de passer à l'acte. Ce jour-là, Amy se rend au domicile des Boutafoco à Massapequa. Elle sonne à la porte, le cœur battant. Marie-Jo Boutafoco, une femme blonde d'une quarantaine d'années, ouvre la porte, surprise de trouver une adolescente sur son perron. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie. Je suis la sœur d'une amie de votre mari. Que voulez-vous? J'ai des preuves que votre mari a une liaison. C'est une blague, j'espère. Je vais voir ça avec Joey. Soudain, alors que Marie-Jo se retourne pour entrer dans la maison et appeler Joey, Amy sort son arme. Sans hésitation, elle vise la tête de Marie-Jo et appuie sur la gâchette. Le bruit de la détonation résonne dans le quartier tranquille. Marie-Jo s'effondre sur le sol, une balle logée dans la tête. Amy, paniquée par ce qu'elle vient de faire, s'enfuit en courant. Elle jette l'arme dans un buisson voisin et rentre chez elle, tentant de reprendre une apparence normale. Contre toute attente, Marie-Jo survit à l'attaque. Malgré une blessure grave qui la laisse partiellement paralysée du visage, elle parvient à identifier son agresseur. Amy Fisher est arrêtée quelques jours plus tard et inculpée de tentative de meurtre. L'affaire devient rapidement une sensation médiatique. Les tabloïds s'emparent de l'histoire et surnomment Amy la Lolita de Long Island. Son procès attire l'attention nationale, révélant non seulement les détails sordides de sa relation avec Joey, mais aussi les implications d'une liaison entre un adulte et une mineure. Joey Boutafoco, d'abord présenté comme une victime, est rapidement impliqué dans l'affaire. Il nie d'abord toute relation avec Amy, mais les preuves s'accumulent contre lui. Le procès d'Amy Fisher est un véritable cirque médiatique. Les chaînes de télévision diffusent des reportages quotidiens sur l'affaire, les talk-shows débattent des moindres détails de l'histoire. L'Amérique est fascinée par ce triangle amoureux qui a viré au drame. Consciente qu'un procès pourrait être embarrassant et potentiellement se retourner contre elle, Amy Fisher finit par plaider coupable d'agression au premier degré. Le 1er décembre 1992, lors de son audience de condamnation, elle doit faire face à Marie-Jo pour la première fois depuis la fusillade. Marie-Jo, le visage encore marqué par son agression, lit une déclaration poignante sur l'impact que cet acte a eu sur sa vie. Tout cela causé par quelqu'un qui ne montre toujours aucun remords pour ses actions. Le juge condamne Amy à une peine de 5 à 15 ans de prison, soulignant la nature prédatrice de ses actes. Amy Fisher passe finalement 7 ans derrière les barreaux avant d'être libérée en 1999. Pendant ce temps, Joey Boutafoco n'échappe pas à la justice. Après avoir nié pendant des mois toute relation avec Amy, il finit par plaider coupable de viol statutaire. Il est condamné à 6 mois de prison, dont il ne purgera que 4 mois et 9 jours. L'affaire Amy Fisher a profondément marqué la société américaine des années 90. Elle a soulevé des questions sur la sexualité des adolescents, les relations inappropriées entre adultes et mineurs, et la fascination du public pour les scandales médiatisés. Mais que sont devenus les protagonistes de cette histoire après le dénouement judiciaire? Amy Fisher, après sa libération en 1999, tente de reconstruire sa vie. Elle retourne à Long Island, où elle rédige une chronique pour la presse locale et écrit son autobiographie. Elle se marie avec un ancien officier de police et devient mère. Cependant, son retour à la vie quotidienne n'est pas facile. Ses enfants sont ostracisés en raison du passé tumultueux de leur mère. Amy finit par se tourner vers l'industrie du divertissement pour adultes, utilisant sa notoriété pour lancer une carrière controversée. Joey Boutafoco, quant à lui, continue d'avoir des démêlés avec la justice après sa libération. En 1995, il plaide coupable à une accusation de sollicitation de prostitution. En 2004, il est condamné à 1 an de prison pour fraude à l'assurance automobile. Marie-Jo Boutafoco, malgré ses blessures physiques et émotionnelles,
fait preuve d'une résilience remarquable. Elle devient une porte-parole contre la violence domestique et les relations abusives. En 2003, elle divorce finalement de Joey après plusieurs tentatives de réconciliation. Cette histoire soulève de nombreuses questions sur la société américaine de l'époque. Comment une adolescente de 17 ans en est-elle arrivée à commettre un acte aussi violent? Quel rôle ont joué les traumatismes de son enfance dans ses actions? Et surtout, comment un homme de 35 ans a-t-il pu entretenir une relation avec une mineure sans que personne n'intervienne? L'affaire Amy Fisher est un cas d'école en matière de dysfonctionnements familiaux et sociaux. Amy était une adolescente vulnérable, marquée par des traumatismes précoces, qui cherchait désespérément l'attention et l'affection qu'elle ne trouvait pas chez elle. Joey Buttafuoco a profité de cette vulnérabilité, créant une relation toxique qui a fini par exploser de manière tragique. Cette affaire nous rappelle l'importance de la vigilance face aux signes de détresse chez les adolescents et la nécessité de protéger les mineurs contre les prédateurs sexuels. L'affaire Amy Fisher reste emblématique des drames médiatiques des années 90. Elle a inspiré de nombreux livres, films, documentaires, chansons et même jeux vidéo. Cette surexposition médiatique a contribué à transformer l'affaire en un véritable phénomène culturel. Le terme Long Island Lolita est entré dans le lexique populaire, devenant synonyme d'une jeune femme impliquée dans une relation inappropriée avec un homme plus âgé. Mais au-delà de son statut d'icône pop, l'histoire d'Amy Fisher reste avant tout une tragédie humaine. En conclusion, l'affaire Amy Fisher reste gravée dans la mémoire collective américaine comme un symbole des excès des années 90. Elle nous rappelle la complexité des relations humaines, les dangers de l'obsession et le pouvoir parfois destructeur des médias. L'affaire Amy Fisher transcende le simple fait divers pour devenir un miroir troublant de la société américaine des années 90. Elle expose crûment les dangers des relations toxiques, la vulnérabilité des adolescents et la responsabilité des adultes censés les protéger. Cette histoire révèle aussi le pouvoir des médias à façonner la réalité, transformant des drames humains en spectacles sensationnels. Elle nous rappelle que derrière les gros titres se cachent des vies brisées et des familles déchirées. 30 ans plus tard, l'affaire Amy Fisher continue de nous interpeller sur nos propres jugements et préjugés. Elle nous exhorte à l'empathie et à la réflexion, nous rappelant que la ligne entre victime et coupable est souvent plus floue qu'il n'y paraît.